tous d'être présents pour cette journée de rencontre qui est organisée donc en 2 temps. On a une première partie de la journée. Les 2 tiers de la journée seront consacrés donc à la réutilisation des eaux usées traitées. Et la deuxième partie sera consacrée donc au lancement d'un projet qui s'appelle Regen, dans le cadre du projet NID Odysseo qui vous sera présenté par Madame Nissen. Alors, donc ces rencontres ont pour objet, vous allez le voir, ce sont des rencontres qui réunissent des intervenants venus de toutes les rives de la Méditerranée, qui ont peut-être en commun une chose, ce sont tous de grands passionnés. Et donc, une des difficultés que nous aurons dans cette matinée, ça va être un peu de tenir cette passion pour faire en sorte de respecter les délais et de faire en sorte que chacun d'entre vous puisse s'exprimer. Si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas. On va commencer donc par une session d'ouverture. Je vais laisser la parole à Jean-Charles Orsucci, qui est maire de Bonifacio et premier vice-président de la communauté de communes du sud de Corse. Merci beaucoup, chère Stéphanie. Monsieur le président de l'exécutif de Corse, monsieur le secrétaire général adjoint pour l'Union pour la Méditerranée, madame la ministre, monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller exécutif, monsieur le président de l'association des maires de la Corse du Sud, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos qualités et grades, mesdames et messieurs, merci beaucoup à tous d'être venus ici à Bonifacio. Merci d'abord parce que vous avez, je sais pour certains d'entre vous, des emplois du temps particulièrement contraints. Vous avez eu un voyage et des périples certaines fois, je crois, à affronter les orages et c'était particulièrement difficile. Donc je sais que pour toutes ces raisons-là, moi qui ai une peur bleue de l'avion, je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à Bonifacio. J'espère que cet effort n'est pas trop difficile à endosser, qu'il y a pire que de venir à Bonifacio en ce mois de juin. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment les uns et les autres très chaleureusement. Vous m'autoriserez une mention un petit peu spéciale pour mon ami Gilles Simeone, parce que je sais que les temps sont particulièrement chargés et que cette journée aujourd'hui à Bonifacio, dans son emploi du temps, et d'ailleurs, je sais qu'il sera dans l'obligation de nous quitter pour assumer un conseil exécutif. Donc je sais qu'il a fait un effort considérable pour être là avec nous et je l'en remercie. Symboliquement, c'est fort, c'est important pour notre commune, c'est important pour la Corse et c'est important pour l'ambition qui est la nôtre. Il sera bien sûr, je sais, secondé ensuite par notre ami Gilles Giovanangi, conseiller exécutif en charge des questions de l'eau à la collectivité de Corse et nous savons qu'il sera là très bien représenté. Je n'ai pas prévu de discours, alors si je suis trop long, vous me couperez, mais j'ai deux, trois petits messages à passer qui me paraissent être importants. Nous sommes bien sûr ici aujourd'hui réunis parce que Bonifacio a cette ambition sur la question de l'eau et plus généralement sur le développement durable. J'avais demandé à mes collaborateurs de réfléchir un peu à ce que je pouvais dire. Et puis en fin de compte, comme d'habitude, je vais partir sur une voie qui est tout autre. Hier, j'étais encore dans mon bureau lorsque trône sur d'une des bibliothèques la photo où ils sont tous les deux ensemble de deux de mes mentors en politique, Michel Rocard et Edmond Simeone. Je crois en réalité, quand je vois cette photo sur mon bureau, que ce qui nous réunit aujourd'hui correspond parfaitement à ce qu'ils ont pensé, réfléchi pour la planète, mais je vais insister un petit peu sur autre chose, sur cet enjeu fondamental qu'était le développement durable et qui était la préservation de cette planète. L'un comme l'autre ont été des militants écologistes de la première heure et c'est important de le rappeler. Sur sa fin de vie, vous le savez, Michel Rocard a même été ambassadeur sur ces questions-là et je crois que c'était fondamental. Edmond Simeone en Corse a été un des fers de lance de la lutte écologique et je crois que c'était important. Mais quand je pense à ces deux personnes et que je dis que notre travail aujourd'hui correspond parfaitement à ce qu'ils ont incarné, c'est qu'à la fois ils étaient convaincus que la question écologique était au cœur de nos préoccupations et à la fois ils étaient convaincus que la réponse, elle devait être aussi locale. Et c'est ça aussi qui est aujourd'hui, elle est locale et internationale. Les deux, en tout cas je le sais, avaient conscience que Bonifacio, de par sa situation géographique, au cœur de la Méditerranée, face à la Sardaigne, face à tous ces enjeux, Bonifacio avait peut-être une place particulière. Et j'insiste sur une réponse, et je pense qu'on va en débattre dans la journée, et on va l'acter, notamment en fin de journée. La réponse, je le répète, elle est à la fois locale,
et à la fois, elle a une dimension internationale parce que les frontières n'empêchent pas les pollutions, les frontières n'empêchent pas les catastrophes écologiques. Donc nous avons à travailler, et nous plus précisément, on va rester modeste à notre base, nous avons vocation à travailler sur cette dimension méditerranéenne. Et c'est pour ça que d'avoir l'Union pour la Méditerranée présente aujourd'hui à nos côtés, d'avoir Marseille en face avec nous aujourd'hui, je pense que c'est là où tout a un sens. Tout a un sens parce que la commune de Bonifacio, depuis de très nombreuses années, et je tiens à le dire immédiatement, grâce notamment au concours de l'État qui a été très présent sur ces questions-là, de la collectivité de Corse, depuis des années, Bonifacio essaye d'être exemplaire en termes de développement durable. Petite parenthèse, pour celles et ceux qui ont eu la chance de faire une visite hier après-midi, vous pourriez penser que je parle de l'action de ma majorité municipale, de mon équipe municipale pour être plus large. En réalité, je pourrais vous dire que le sujet qui nous préoccupe, celui de la REUT, il a été initié par mon prédécesseur. C'est là où il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Et qu'à l'époque, conseiller municipal d'opposition, nous avions bien sûr soutenu ce projet de REUT. Mais j'ai fait la réflexion par rapport à la visite d'hier. Vous avez bien compris que les Bonifaciens, depuis des siècles, sont sur ces questions de développement durable, puisque la récupération des eaux de pluie, vous en avez encore des preuves à travers la récupération des canaux, tout ce qui a été fait sur la construction de la ville. Madame la ministre, vous m'avez expliqué que vous étiez urbaniste aussi. La construction de cette ville par les Génois a été construite, bien évidemment, pour intégrer les éléments climatiques. Et ça a été pensé il y a déjà très très longtemps. Tout a été fait dans cette ville depuis longtemps, dans sa dimension méditerranéenne, pour appréhender ces questions-là. Donc, évidemment, quand en 2007, mon prédécesseur a lancé cette idée de la réutilisation des eaux, nous avons bien sûr souscrit. Nous l'avons fait. J'ai évoqué deux de mes mentors en politique et je vais vous faire sourire en évoquant le suivant. C'est François Mitterrand qui, en 1992, lui, a fait de l'eau un bien commun et c'était fondamental. Il sera ensuite suivi par l'Union européenne qui a aussi, elle, fait de l'eau un élément essentiel de nos politiques publiques. Et c'est là-dessus où aujourd'hui le colloque qui est le nôtre a son importance. C'est là-dessus où aujourd'hui la question de l'eau nous paraît être fondamentale, notamment autour de ce bassin méditerranéen où on se le disait encore hier, nous avons 500 millions de personnes qui y vivent. On nous faisait la réflexion hier, dans les périodes d'été, entre guillemets, on peut être jusqu'à 1 milliard. On voit bien aujourd'hui le défi qui est le nôtre pour pouvoir avoir de l'eau digne de ce nom, pour pouvoir avoir une agriculture digne de ce nom. Donc c'est pour ça que le sujet que nous abordons aujourd'hui est important. C'est pour ça qu'il est important parce qu'il est aussi révélateur. Bonifacio, c'est la volonté, il y a déjà 15 ans, de réutiliser l'eau de la station d'épuration. Nous l'avons fait, je répète, avec des partenaires, l'État fortement impliqué, la collectivité de Corse, mais on est aussi l'exemple de ce qui peut être vertueux et de ce qui peut aujourd'hui démontrer les limites. La France, vous le savez, c'est à peine 1% de réutilisation des eaux traitées. Or, l'exemple, alors caricatural, c'est la perfection, c'est nos amis israéliens qui seront là aujourd'hui. Là, on est dans le summum. Mais même si on prend nos amis aujourd'hui italiens ou espagnols, nous voyons que nous sommes très largement en retard. Monsieur le sous-préfet, vous le savez, et le ministre, il nous le dira sûrement tout à l'heure, a cette vocation-là. Donc aujourd'hui, cette question de la réutilisation des eaux de stations d'épuration, oui, nous l'avons initiée il y a 15 ans. Oui, nous regrettons de jeter encore les 2/3 dans le port de Bonifacio. Nous devons trouver ensemble les voies et moyens pour que nous sortions de cette impasse. Donc, vous aurez à travailler ce matin sur un diagnostic, sur une réflexion, pourquoi on a ces blocages, comment on peut les relever, comment les exemples méditerranéens peuvent nous aider à sortir de cette impasse, comment des exemples français aujourd'hui peuvent nous permettre d'avancer, comment on réfléchit ensemble au financement possible. Ça, c'est tout ce qui va nous occuper pendant les 2/3 de la journée. Et puis, nous signerons en fin de journée une convention avec l'association Odyssée, parce que, tout simplement, Bonifacio a voulu, à travers cette première manifestation, montrer que ce petit point de l'extrême sud, alors la pointe la plus méridionale de France, je le rappelle, cette petite commune pouvait apporter sa pierre à l'édifice de la réflexion sur le développement durable, sur toutes ces thématiques qui sont ô combien fondamentales. Nous en avons choisi une aujourd'hui, d'autres pourront être développées dans les années à venir, mais c'était important que nous le fassions. Mais nous connaissons nos limites.
Madame la ministre, nous les connaissons, Monsieur le Président, et nous avions besoin de nous adosser, de partager avec des gens qui ont l'habitude, un savoir-faire, et qui nous donneront cette dimension pour pouvoir demain peut-être imaginer, avec votre concours, avec le concours d'organisations internationales, avec le concours de l'État et de la collectivité de Corse, et je cite la collectivité de Corse, bien évidemment, parce que, Monsieur le Président, vous avez la chance d'être propriétaire d'un foncier exceptionnel au sein de Bonifacio. Dans ce foncier exceptionnel, je pense qu'une réflexion, un projet de dimension internationale sur ces questions-là peut voir le jour. Je ne dis pas aujourd'hui que ce sera un projet pharaonique, je n'ai pas cette prétention-là. Mais quelle que soit sa dimension, il a symboliquement vocation à être sur cette presqu'île de Montlore et à porter un message pour les générations futures. Vous avez ici dans cette salle notre ami Jean-Michel Couliol qui est présent, il est le directeur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Les Bouches de Bonifacio, Monsieur le Président, c'est un fabuleux défi pour notre île. Nous avons souvent été exemplaires en la matière. Bonifacio, c'est des espaces remarquables, c'est des espaces inscrits, classés. Toutes les contraintes environnementales, patrimoniales que vous pouvez imaginer à l'échelon national sont présentes ici à Bonifacio. Et je crois que pour cela, nous méritons aujourd'hui que dans l'espace Montlore, nous soyons capables de relever ce défi. Voilà, j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire pour cette explication de notre journée. Je le redis, très fier de vous avoir toutes et tous ici présents pour une commune comme la nôtre. C'est un moment, j'espère, important et d'avoir rassemblé ici l'État, les collectivités locales, des associations, des citoyens, des entreprises. C'est celui-là le message parce que la réussite contre le réchauffement climatique, la réussite pour le développement durable ne pourra être qu'une œuvre collective. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Je vais demander donc à Gramenos Mastrogeni, qui est donc secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée. Juste pour mémoire, l'Union pour la Méditerranée, c'est donc c'est tous les pays de l'Union européenne et les pays du sud et de l'est de la Méditerranée qui sont réunis au sein de cette union. Excellences, chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Je ne suis pas un expert en réutilisation des eaux usées. Je m'occupe de climat, mais je sais une chose. La réutilisation est une solution technique qui a son sens à l'échelle locale. Donc, si on procède en cette direction, il va y avoir des communautés qui l'adoptent et d'autres communautés qui ne l'adoptent pas. Mais peut-être il faut aussi avoir à l'esprit un tableau un peu plus large. Je vais partir de très loin. Peut-être ça vous est déjà arrivé de rester un peu perplexe devant le planisphère en regardant l'Europe. Drôle d'idée. Si on était cohérent avec les critères selon lesquels on délimite les continents, notre dénomination géographique devrait être Asie de l'Ouest. Et pourtant, on se sent quelque chose de différent, une identité qui nous fait considérer un continent. Quelque chose de semblable arrive sur le rivage sud de la Méditerranée. C'est de l'Afrique, mais ce n'est pas de l'Afrique. C'est plutôt nos amis. On se ressemble dans les pratiques, dans l'économie, même dans la physionomie. Vous savez, les Caucasiens, les Sémites, même les Iraniens, on se ressemble. Mais en l'absence de barrières géographiques, qu'est-ce qui fait cette identité ? Bon, ici en France déjà, il y a plus de 2 siècles, quelqu'un a eu une idée. Il s'appelait Montesquieu, je crois que vous le connaissez, qui a sorti la théorie du climat. Et il a eu l'intuition. On est différent du reste parce qu'on est le produit d'un climat particulier. Et ce n'est pas n'importe quel climat. Si j'envoyais dans les rues une troupe TV pour demander aux gens c'est laquelle la révolution la plus importante de l'histoire, probablement on écouterait la Révolution française, la Révolution industrielle. Les gens ont tendance à oublier qu'il y a eu une révolution bien plus fondamentale dans notre histoire. C'est passé plus ou moins il y a 10 000 ans. Ça a été la révolution agricole. C'était le moment où l'humanité est passée d'un rôle d'utilisateur passif de l'écosystème au rôle de son gestionnaire. Et bizarrement, ça a commencé ici, chez nous. Mais pas parce qu'ici, il y avait un groupe de sapiens qui était plus avancé.
C'est parce qu'ici, il y avait les conditions parfaites. Les changements climatiques ne sont pas compris comme problème. Ce n'est pas une question de plus d'eau, moins d'eau, plus de chaleur, moins de chaleur. Le problème, c'est que tout cet excès d'énergie rend notre système chaotique, imprévoyable. Et face à des cycles de la nature qui ne sont plus prévisibles, on ne peut pas s'organiser. Alors pourquoi on a eu de la chance? Parce que cette énorme masse d'eau qui n'était pas océanique a fonctionné comme un stabilisateur. Ce qui nous a donné un climat favorable à la productivité, mais surtout, ça nous a donné des cycles de la nature qui étaient très faciles à prévoir. Et c'est seulement dans une relative assurance de quand il va pouvoir qu'on peut commencer à concevoir de s'aimer quelque chose. C'est comme ça que notre bassin a été le berceau des plus grandes civilisations. Pas toutes, mais enfin, une bonne partie. C'est comme ça qu'on a eu une histoire privilégiée à l'échelle globale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 2 mesurements qui sont plutôt préoccupants. La Méditerranée est la 2e région pour vitesse de réchauffement. Et la mer, les eaux de la mer sont celles qui se réchauffent le plus vite au monde. À ces 2 mesures s'associent des prévisions d'impact. Il me faudrait toute une journée pour en faire une liste, mais je me limite à 2. De 150 millions de personnes en scarcité d'eau, pas non neveu, dans une quinzaine d'années. Une mer Méditerranée dont le niveau augmente le plus vite au monde. Jusqu'à 1 mètre, même plus qu'1 mètre à la fin du siècle, mais ça nous paraît loin. 20 cm dans une quinzaine d'années. 20 cm, ça ne fait pas peur. Peut-être on pense à la fragilité de certaines villes côtières, mais vous savez, je suis italien. Mes ancêtres avaient une sagesse, parfois une sagesse qui était méchante. Ils disaient que si on veut dominer quelqu'un, il fallait le battre dans la bataille. Mais si on veut ne plus jamais en entendre parler, il fallait éparpiller du sel sur leurs champs. C'est de l'eau salée qui rentre dans les plaines côtières, où plus que 40% de la production agricole se passe, avec des endroits qui sont extrêmement fragiles. Je pense au delta du Nil. 20 cm d'augmentation du niveau de la mer, ça veut dire stériliser le delta du Nil, un pays qui a plus que 100 millions d'habitants. Mais même si on faisait la liste de toutes ces prévisions qui sont plutôt effroyantes, on ne cernerait pas le point. Avec une Méditerranée qui se réchauffe comme ça, sa fonction originelle, stabilisateur, quelque chose qui nous a donné notre identité, s'inverse. Elle devient un moteur de chaos, d'impossibilité de prévoir les cycles de nature et surtout le cycle de l'eau. Face à cette perspective, une Méditerranée qui fait en sorte que notre climat alterne des sécheresses imprévues à des bombes d'eau, des médicaines, des choses comme ça, il faut absolument adopter des solutions qui rendent ce cycle qui devient chaotique un peu plus contrôlable. Alors, vous allez discuter des aspects techniques, de la faisabilité de certaines solutions, mais il ne faut pas avoir à l'esprit seulement ce que ça peut donner à une communauté ou à l'autre. Si on ne fait pas ça, si on n'adopte pas d'autres solutions semblables, c'est le chaos régional qui nous attend. Merci. Merci. Donc maintenant, je vais demander à Madame Françoise Nyssen, qui est donc a d'abord été connue pour être l'éditrice d'Actes Sud. Ensuite, elle est devenue ministre de la Culture. Et aujourd'hui, elle préside une association qui s'appelle NID et qui porte un projet qui s'appelle NID Odysseo. Et je lui laisse la parole. Alors, merci de m'accueillir. Je ne suis pas du tout douée de la parole comme mes prédécesseurs pour aborder ces questions, mais je voulais d'abord manifester ma gratitude à l'organisation d'un tel événement, à ce qui se passe ici. Merci, Monsieur le maire, Monsieur le Président. Merci de nous éclairer, parce que ce que vient de nous dire Gramenos est essentiel. Il se fait que vous m'avez présenté comme ancienne éditrice, mais au départ, je suis chimiste et j'ai eu la chance d'avoir dans mes études des gens extraordinaires, comme notamment
Prigojine, et j'ai beaucoup entendu parler de l'entropie, et ce que vous décrivez correspond à cela, et qu'il est absolument urgent face à ce chaos de repenser des systèmes de régulation, des boucles de rétroaction qui ne seraient pas négatives mais positives. Quand on a la chance d'éditer des auteurs corses et aussi d'avoir fait de la chimie, on sait ce que c'est le principe d'incertitude, le principe d'indétermination. Je fais référence au magnifique livre de Jérôme Ferrari. Et c'est vrai qu'on est confronté à tout cela. On est confronté au doute. Vous parliez du doute. On ne sait pas. Et c'est pour ça que plus que jamais, face à ces situations qui sont exponentielles, moi j'ai toujours été frappée par cette intervention de Gilles Boeuf qui nous disait des changements climatiques, il y en a eu de tout temps, mais là c'est exponentiel. Donc il est urgent d'agir, et je trouve que ce que vous faites ici en organisant autour de ces questions un moment de rencontre, parce qu'on n'arrivera pas à avancer si on ne se nourrit pas des autres, si on ne coopère pas, si on n'imagine pas comment faire ensemble, et si on ne transmet pas l'information. En vous entendant, je vous ai que plus que jamais, ce que nous essayons de monter à travers NID, c'est un lieu de sensibilisation, un lieu où la science nourrit, où en même temps on permettra aux citoyens de prendre conscience de ce qui se passe et de devenir acteurs de leur changement, et ça concerne aussi l'éducation. Il se fait que aussi j'ai essayé j'accompagne une école qui s'appelle l'école du domaine du possible, et donc je pense que toutes ces questions-là sont vraiment fondamentales. Il faut y travailler. Vous le faites ici, et vous le faites pas dans une vision franco-française qui est terriblement handicapante pour progresser dans ce pays, mais en interrogeant des gens qui vont du monde entier et en vous enrichissant des expériences d'autres. Donc j'attends beaucoup, parce que je viens ici aussi pour écouter de cela et pour nourrir ce projet que je pense essentiel, donc qui porte d'ailleurs le nom de NID, besoin, un grand besoin. C'est un acronyme qui veut bien sûr dire autre chose par rapport à un musée de la nature autour de l'environnement et de l'écologie. Mais vraiment, c'est important. Je me souviendrai, un de mes mentors, c'est Edgar Morin, qui est un des grands penseurs, très jeune, 102 ans, qui continue à nous dire comment il faudrait agir. Et il parle avant tout de coopération, du fait d'être soucieux du vivant. Je reciterai un autre penseur qui est Baptiste Morisot, qui dit, l'éco-philosophe, qui dit en fait on s'est simplement trompé, nous ne sommes que vivants parmi les vivants, et il est urgent de repenser le monde en se pensant à ce niveau-là et pas comme humain supérieur. Mais pour reparler de Edgar Morin, et je finirai par ça, j'étais toujours très inspirée par cette simple phrase qui dit: à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Et c'est de cela qu'il s'agit ici, à partir d'un territoire exemplaire qui va montrer comment on peut traiter l'essentiel dans l'urgence. Merci. Merci beaucoup. Alors là, nous avons donc une vidéo, puisque donc Monsieur Béchu, ministre de la Transition, ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires, nous a fait parvenir un petit message en vidéo qui va vous être transmis. Monsieur le secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée, monsieur le président du conseil exécutif de Corse, monsieur le maire de Bonifacio, cher Jean-Charles Orsucci, mesdames et messieurs, chers amis, je me réjouis de pouvoir vous adresser ce message vidéo en ouverture de vos rencontres, dédié à une question cruciale et ô combien d'actualité, la réutilisation des eaux usées traitées. Je me réjouis de cette vidéo, mais je regrette évidemment de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, dans cette ville magnifique dont la citadelle offre un surplomb unique sur la Méditerranée. Cette Mare Nostrum, berceau de nos civilisations, théâtre de nos échanges, réserve de biodiversité qui constitue un bien commun irremplaçable pour tous les pays qui l'abordent. Le réchauffement climatique, le dérèglement du cycle de l'eau affecte particulièrement, durement, comme vous le savez, nos régions méditerranéennes. Les conflits d'usage se multiplient, des communes de plus en plus nombreuses sont confrontées à des périodes de pénurie lors de sécheresses qui sont elles-mêmes de plus en plus fréquentes et de plus en plus répandues. Et malheureusement, la science nous dit que ça ne va pas s'arranger dans les décennies à venir, bien au contraire. Face à ce constat, il ne faut pas céder au découragement. Nous devons au contraire nous saisir de tous les leviers à notre disposition pour nous adapter en bâtissant un modèle de gestion de l'eau qui soit résilient,
Et nos marges de progression, elles sont énormes. En France, c'est 1 litre d'eau sur 5 perdu à cause des fuites. C'est moins de 1% de réutilisation de nos eaux usées traitées. 10 fois moins qu'en Italie, 20 fois moins qu'en Espagne, presque 100 fois moins qu'en Israël. Ce que la situation exige, c'est un changement de modèle. Passer d'une logique d'abondance à une logique de sobriété de tous les usages, d'optimisation et de recyclage, en particulier pour cette ressource si irremplaçable. Et c'est toute l'ambition du plan eau. Ce plan, le président de la République l'a annoncé lui-même le 30 mars dernier à Savines-le-Lac. Il met en place l'objectif essentiel de réduire de 10% l'eau prélevée dans notre pays d'ici 2030. Il donne des moyens pour résorber d'abord les 170 points noirs des fuites de notre territoire, c'est-à-dire les territoires où le taux de fuite est supérieur à 50%. Et ce plan permet également de soutenir 1000 projets de réutilisation de l'eau en priorité en zone littorale, avec un accompagnement des porteurs de projets facilité par la création d'un guichet unique pour le dépôt des dossiers. Oui, parce que l'initiative appartient au territoire, aux élus locaux. C'est ma conviction, mais c'est surtout la réalité du terrain. Et les élus locaux n'ont pas attendu pour se saisir du sujet. Je le vois ô combien avec le retour des dossiers pour le fonds vert. Je le vois aussi au travers de l'exemple de Bonifacio. À la contrainte séculaire sur la ressource en eau, avec une géographie exigeante et les contraintes d'un site protégé, la station d'épuration sous la citadelle, en partie sous le niveau de la mer, constitue une prouesse visionnaire et avant-gardiste. Dès les premières études, il y a plus de 15 ans, la réutilisation des eaux usées traitées était en effet envisagée, et cela fait déjà plusieurs années qu'elle est possible. C'est un exemple à mettre en avant, et je me réjouis, cher Jean-Charles Orsucci, que vous continuiez à poursuivre vos recherches et vos efforts pour faire encore plus, pour associer encore davantage d'acteurs. Je tiens à saluer votre démarche globale pour mobiliser toutes les énergies au service de la préservation de la ressource en eau, car c'est seulement de cette façon que nous pourrons y parvenir. En informant, en mobilisant le public, avec le lancement de votre projet d'Institut du développement durable pour la Méditerranée qui s'inscrit dans le cadre du projet NEDE, ou encore en mobilisant toutes les volontés politiques, par votre proposition de déclaration, par-delà les frontières, que l'enjeu de l'eau ne connaît évidemment pas. Je vous souhaite donc, à toutes et à tous, de très fructueux échanges, et je vous dis à très bientôt au service de la préservation de la ressource en eau. Monsieur Gilles Néoni, s'il vous plaît, donc président du Conseil exécutif de Corse, je vous laisse. La ministre, Monsieur le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur le président de l'Office hydraulique, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Karami, buongiorno, saluto a tutti e a tutti, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous dire en quelques mots, car l'essentiel a déjà été dit et très bien dit, et mieux que je ne saurais le faire, je voudrais vous dire en quelques mots pourquoi je suis fier et heureux d'être présent aujourd'hui avec Gilles Giovanangeli au nom du Conseil exécutif de Corse. D'abord, vous remercier, Monsieur le maire, à vous, à votre équipe municipale, à votre ville, pour nous accueillir aujourd'hui. C'est chaque fois un émerveillement renouvelé que l'on arrive au crépuscule, comme hier soir, ou qu'on ait la chance de se réveiller à l'aube, comme ce matin. C'est chaque fois un émerveillement renouvelé que de découvrir ou redécouvrir votre ville qui finalement, par quelques côtés qu'on l'aborde, est toujours exceptionnel. Et pour relier l'objet de nos travaux d'aujourd'hui à cette architecture, vous nous faisiez remarquer combien, et le ministre de la Transition écologique l'a souligné dans son propos introductif, combien déjà, Madame la ministre, vous qui avez également une formation de ce côté-là, combien les anciens, ceux qui ont pensé fonder cette ville, avaient déjà imaginé les ouvrages de nature à recueillir ce bien déjà précieux qu'était l'eau à travers un système de récupération
et de réserves citernes qui permettaient de n'en jamais manquer. Donc merci de cette invitation à Bonivaggio. D'abord, dire que cette journée n'est pas seulement celle de Bonivaggio à la Corse, c'est aussi celle de la Méditerranée et des pratiques et savoir-faire méditerranéens. Et je voudrais vous dire que Jean-Charles moi-même, et depuis longtemps, et beaucoup d'entre nous ici, notamment le professeur Orsi de l'Université de Corse, nous sommes des militants de la Méditerranée. Monsieur le secrétaire général, je vous le redis publiquement, la géographie n'est jamais neutre. Lorsque les Américains, par exemple, présentent des cartes, pour eux, la Méditerranée n'existe pas, de leur point de vue politique. Lorsque l'on regarde la politique méditerranéenne de l'Union européenne, longtemps, ça a été une absence de politique, trop longtemps. Lorsqu'on pense la Corse, pour revenir à des échelles plus modestes, la géographie, qui est aussi un produit de la politique, nous a conduit pendant des décennies à tourner le dos à la Sardaigne, que nous voyons ce matin à quelques encablures d'ici. La génération de mes parents, je le disais tout à l'heure à la ministre, 9 sur 10 ne sont jamais allés en Sardaigne. Et aujourd'hui, nous qui sommes un territoire insulaire, donc toujours et structurellement au risque de la closure et de l'enfermement, nous ouvrons les fenêtres, nous regardons ailleurs et nous cherchons à faire que, modestement, la Corse se réinscrive à la fois dans son destin méditerranéen, pour reprendre les mots du président Macron lors d'une de nos réunions dans le cadre du processus en cours en février dernier, que la Corse se réinscrive dans son destin méditerranéen, qu'elle regarde vers le sud, vers le nord, vers l'est et vers l'ouest. C'est pour ça, au-delà de l'invitation et de la joie que j'ai toujours d'être avec Jean-Charles, Marie-Jo et tous nos autres amis bonifaciens, cette journée est importante parce qu'elle est une journée méditerranéenne qui nous permet de croiser les regards, de nous nourrir des expériences des autres et encore et toujours d'apprendre. Et puis, au-delà de cet idéal méditerranéen, de cette utopie créatrice qu'est la Méditerranée, de cet horizon d'action, quelquefois incertain, mais ô combien mobilisateur, il y a les deux volets de la journée d'aujourd'hui, deux volets complémentaires. Le premier sur l'eau et le deuxième, sans doute de façon plus globale, sur la problématique d'ensemble du développement durable. D'abord sur l'eau. Les eaux usées, l'utilisation des eaux usées est une des facettes de la stratégie globale que nous avons à construire et à mettre en œuvre ensemble. Mais, comme toujours, essayons de partir du général pour aller au particulier. D'abord dire, mais nous le savons, que l'eau est un bien qui devient rare. Et que dès lors qu'il devient rare, il faut passer effectivement d'une gestion de l'abondance à une gestion de la rareté. Et donc, il faut sans doute redéfinir les paradigmes d'ensemble de la gestion de l'eau. Non plus distribuer l'eau au gré des demandes et des usages, mais partir d'un stock qui est un stock qui lui-même diminue, pour se dire que dois-je faire et que devons-nous faire en tant qu'élus et en tant que citoyens. Et ces questions, elles doivent innerver, irriguer, c'est le cas de le dire, l'ensemble de nos choix en matière d'urbanisme, en matière d'éducation, en matière de modèle touristique, en matière de modèle agricole. Et c'est à partir de cette vision globale qu'ensuite se déclinent les différents choix techniques. Et les choix techniques suivent, accompagnent et mettent en forme la décision fondamentalement politique. Notre avis, celui de la collectivité de Corse que je représente aujourd'hui, l'eau, parce qu'elle est un bien rare, parce qu'elle est un bien précieux, a vocation à rester un bien commun. Elle doit être soustraite à la logique du marché, premièrement. Deuxièmement, la Corse, et je me tourne vers nos amis israéliens,
La Corse est un jardin en Méditerranée. On dit souvent en Corse, les Israéliens avaient un désert, ils en ont fait un paradis, et nous les Corses, nous avions un paradis. Monsieur le secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Buongiorno Corsica. Mais inspirons-nous de ce qui se fait de bien ailleurs. La Corse, 8 milliards de mètres cubes d'eau. C'est énorme. La Corse soumise au réchauffement climatique, comme ailleurs. En 2022, l'année dernière, 6 milliards seulement. Avec des épisodes climatiques, mer de Cozzano est présent. Il y a eu hier sur Portuguet, sur Corté, sur Cozzano, des épisodes orageux d'une intensité sans égale, avec des destructions importantes, avec des ravinements, avec des risques pour les populations. Et donc nous intégrons aussi ces données. 100 millions de mètres cubes de stockage, la quasi-totalité est consommée, une population qui augmente, des usages qui se diversifient. Nous avons un plan, nous allons essayer de le mettre en œuvre. Ce plan est autour de 3 volets. Premier volet, le stockage sur l'élévation des ouvrages existants, construction de retenues collinaires chaque fois où cela est nécessaire, exploration sans conviction que cela soit faisable, de la possibilité de faire de grands ouvrages, nous ne pensons pas, je vous le dis très directement, que cela soit l'avenir pour nous. Deuxième volet, le changement dans les usages. Et c'est là que la problématique aujourd'hui s'intègre parfaitement dans notre réflexion. Bonjour. Éduquer, choisir des modèles agricoles peu consommateurs en eau, imposer une réflexion sur l'aménagement des territoires, construire un tourisme durable, réutiliser l'eau mieux que nous ne le faisons aujourd'hui. Et c'est l'objet de nos travaux et nous allons les suivre et y participer avec intérêt. Troisième et dernier volet, Madame la Ministre, On vous entend couper encore. ce matin, nous disions notre conviction partagée, reprise par les intervenants, que l'action politique aujourd'hui est plus riche, plus forte, plus efficace lorsqu'elle s'appuie sur les territoires, sur les femmes et les hommes qui y vivent, sur les expériences partagées. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure quelques niveaux, ce soit, mais ça veut dire qu'il faut essayer de combiner tous les niveaux dans une action partagée. Et c'est ce que nous allons essayer de faire en la matière, en réfléchissant à ce qui se fait ailleurs, en s'inspirant d'autres pratiques. 1% de l'eau réutilisée en France est dit à un horizon d'action à 10% dans 18 ou 15 ans, puis des pays qui sont véritablement pionniers leaders en la matière, jusqu'à Israël, pratiquement 100% de l'eau réutilisée. Je termine sur le deuxième volet. L'eau est un élément essentiel, central de l'écosystème global, et nous savons aujourd'hui que parmi les grands enjeux, les grands défis que doit relever l'humanité, il y a ce défi du réchauffement climatique et ce défi de la construction d'un modèle de développement durable. C'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire des États, c'est l'affaire de l'humanité. Et donc chacun d'entre nous doit essayer modestement d'apporter sa pierre à cet édifice commun. Et c'est ici que réentre en scène Bonifacio et la Corse, modestement. La Méditerranée est un horizon d'action, et notamment pour le développement durable, puisqu'elle est à la fois un lieu exceptionnel et un milieu extraordinairement exposé. Donc, que pouvons-nous faire et que pouvons-nous faire ensemble? C'est une première réponse que vous construisez à travers cette pierre fondatrice de cette convention qui sera signée cet après-midi avec NID et le projet ICO, la ville de Bastia, association qui est représentée par notre ami Christophe Local, réfléchir à faire de Bonifacio le lieu géométrique, historique, symbolique d'une vision
transméditerranéenne, nécessairement internationale, Monsieur le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, de ce projet commun que nous avons vocation à porter à travers l'éducation et la formation au développement durable. Et ce matin, au café, nous plaisions à rêver et à imaginer que d'ici quelques mois, peut-être, ce site incomparable de Bonival, fourmi de garçons, de filles, d'étudiantes, de formatrices, de formateurs, venus de la Méditerranée, de l'Europe et pourquoi pas du monde entier, pour réfléchir ensemble à tout ce qu'il est possible de faire pour rendre le monde d'aujourd'hui et de demain meilleur. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup à tous les quatre, mais restez avec nous. Donc merci pour ces déclarations inspirantes. On va passer donc à... Mais restez avec nous, ne partez pas. Donc Patrick Geddes, qui était un Écossais, et qui a vécu à la fin du 19e siècle, début 20e. C'était un Écossais, on lui doit la formule « penser globalement, agir localement ». Et effectivement, donc la solution, on dit que 70% ou 80% selon les chiffres, de l'adaptation et des solutions qui vont nous permettre de nous adapter au changement climatique, au changement global qui se prépare, sont détenues par les collectivités locales. Donc le maire de Bonifacio a préparé une déclaration qui invite les collectivités locales à s'engager, enfin les collectivités locales du littoral méditerranéen à s'engager à réutiliser leurs eaux usées traitées, ce qui évite en plus de les rejeter dans l'eau salée. Donc si vous voulez lire, la déclaration tient en 2 lignes. Jusque-là, ça devrait être possible. Appel, petit 1, à la généralisation de la pratique consistant à réutiliser les eaux usées traitées. Petit 2, en veillant à assurer une répartition équitable de cette ressource. Je crois que c'est déjà un bel et beau objectif. Voilà. Et donc cette déclaration a été soumise à des réseaux de collectivités locales. Donc le premier s'appelle ICLEI et le deuxième s'appelle MedCities. MedCities, c'est le réseau de 73 villes qui sont réparties à travers la Méditerranée. Les élus ici présents, au premier rang desquels donc monsieur le président du conseil exécutif de Corse, si vous étiez prêt à vous engager sur ces beaux objectifs. Je vais réfléchir quelques mois. C'est pas un scoop. À dire oui. Bien sûr. Eh bien merci, je crois qu'on peut tous les applaudir. Merci à tous.